Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Alors, l'investissement en obligations, est-ce le bon moment ou est-ce qu'il faut attendre? C'est la question qu'on va se poser ensemble. On va peut-être revenir pour commencer sur ce qu'est une obligation et les grandes caractéristiques, parce que c'est vrai qu'on a davantage tendance à s'intéresser aux actions. Oui, et pourtant, le marché obligataire est nettement plus important dans le monde que le marché action, en volume. Donc c'est important de connaître ce marché-là pour tout investisseur. Donc une obligation, c'est un contrat qui engage l'émetteur, qui emprunte auprès d'un investisseur et qui s'engage à rembourser l'argent à une date donnée et qui pour ça doit payer un taux d'intérêt qui est fixé dans le contrat, qui est fixé à l'avance. Les fameux coupons. C'est le en coupon, fait, c'est le principe là d'une obligation. Exactement. Et donc avec des coupons qui peuvent varier avec des exemples extrêmes. Oui, je vous ai ramené une grille. Et ça, cette grille-là, tout investisseur en obligation doit la connaître par cœur. C'est vraiment le b.a.-ba de l'investisseur en obligation. Avec de grandes familles. C'est la grille des notations financières que donnent les agences de notation. Par exemple, ça, c'est la grille de Standard & Poor's. Il y a effectivement deux grandes familles. La première, c'est en français les obligations de qualité investissement, de type investissement. En anglais, on appelle ça investment grade. Et la deuxième catégorie, c'est les obligations à haut rendement, le high yield en anglais, ou encore les junk bonds. Junk bonds en anglais, ça veut dire obligations pourries. Donc il y a un haut rendement, mais en contrepartie de ce haut rendement, le risque est aussi nettement plus important. Et oui, c'est comme un carnet de notes, on le comprend. Les élèves qui ont A sont bien notés, ceux qui ont D sont des moins bons élèves et donc plus risqués. C'est une lecture du risque en fait, avec ce fameux triple A qui pendant longtemps a été associé aux notations des États souverains. La France a été triple A pendant très longtemps. Maintenant, la France est double A. Oui, ce qui est fou d'ailleurs, parce qu'on se disait qu'un rendement d'État était 100% sûr, mais c'est plus le cas. Oui, moi à l'école, j'ai appris que le placement sans risque, c'était l'obligation d'État. C'est plus le cas, effectivement. Il y en a encore des pays, les États-Unis sont encore triple A. J'ai un doute, comment vous me le dites. Je ne suis pas sûr qu'ils soient triple A. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui soient triple A sur la Terre. Il y en a peut-être 2 ou 3. Il y en a très très peu. Vous voyez même l'Allemagne, qui a été une des meilleures notations pendant très longtemps, qui a un risque jugé par le marché et qui est excellent. Même aujourd'hui, l'Allemagne a des difficultés et pourrait voir sa notation un jour être revue à la baisse. vous avez l'exemple de l'Angleterre, tout récemment, avec la Première ministre qui fait un plan, vous savez, le 23 septembre dernier. Liz Truss. Liz Truss. Et c'est un exemple qui est extrêmement intéressant. J'invite vraiment tous les investisseurs qui veulent acheter des obligations à regarder ce qui s'est passé. Le 22 septembre, l'obligation à 10 ans britannique payait un coupon de 3,25 à peu près sur 10 ans. 2 jours après, c'est passé à 4,25. Ce qui est énorme pour une obligation de cette qualité-là. On parle d'obligations de qualité haute. En fait, c'est très rare que sur un pays comme l'Angleterre, ça arrive, parce que le plan a été très mal accueilli par les marchés. Elle a manqué de crédibilité. Et ce type de marché, c'est vraiment un marché de confiance. Est-ce que l'investisseur a confiance dans la capacité de l'émetteur à rembourser sa dette? Et avec ce plan, il avait un peu moins confiance. Alors, en quoi c'est intéressant cet exemple? C'est que ça va très très vite. À partir du moment où ça a été publié, les taux sont dégradés dans la journée, très rapidement. Mais attention, et c'est là la petite nuance que je fais sur les notations, les agents de notation. On avait beaucoup parlé en 2008, lors de la crise des subprimes, c'est qu'elles mettent un temps de réaction qui est un peu plus long que celui des marchés financiers. Donc si vous basez uniquement là-dessus, c'est un peu comme regarder dans le rétroviseur. Or vous, en tant qu'investisseur, vous avez besoin de regarder devant vous et pas seulement dans le rétroviseur. Ils ont réagi que le 2 octobre, quand le plan était sorti le 23 septembre. C'est beaucoup trop long sur les marchés. Le mot-clé, c'est crédibilité, en effet. Le crédit, au sens financier, c'est aussi le crédit qu'on peut avoir dans la vie. Tout à fait. Et la confiance dans la capacité de l'émetteur à rembourser. Alors, vous nous avez apporté quelques exemples, parce que c'est ça qui intéresse ceux qui nous regardent. Est-ce qu'il y a quand même des opportunités dont on peut profiter? Alors justement, ce tableau-là montre pour l'obligation qui est tout en haut, donc c'est le groupe Vinci. Donc c'est une notation Standard & Poor's de A-. On l'a vu sur le tableau précédent, je vous rappelle, c'est une notation qui est assez bonne, hein, même très bonne. Sur 10 ans, il paye du 3,70. Et tout en bas, vous avez l'obligation la plus risquée de cette shortlist. La notation est triple C+, donc c'est en quasi-défaut
du point de vue de Standard & Poor's. Sur 5 ans, ils payent 30% par an. 30%, c'est le taux annuel. Hein. Donc c'est vraiment corrélé. On voit qu'en effet, plus la note se dégrade, plus l'émetteur est obligé d'offrir au marché des rendements élevés pour fournir, enfin pour tout à fait. donner son papier, ou que le papier soit acheté par les investisseurs. Et réciproquement, c'est les investisseurs qui demandent des rendements très élevés pour couvrir ce risque. Exactement. Quand la récession pointe son nez, ce qui est le cas aujourd'hui aux États-Unis, en Europe, il y a un risque de récession dans les mois qui viennent, dans les trimestres qui viennent. Il y a un risque supérieur que les entreprises ou que certaines entreprises ne remboursent pas leurs dettes. Et plus l'entreprise a un bilan dégradé, plus elle a un compte de résultat dégradé, plus ce risque-là est fort. Et donc le marché fait le distinguo entre les bons émetteurs et les mauvais émetteurs. On n'est pas dans un scénario systémique de panique générale comme un peu en 2008 où toutes les obligations s'étaient dégradées. Que vous soyez un bon émetteur, un mauvais émetteur, les taux avaient explosé partout. Là, ce n'est pas le cas. On va revoir le tableau. Donc, ça veut dire concrètement qu'en effet, le marché distingue entre les bons et les moins bons élèves et que tout se justifie. L'Oxam, 8,10%, ça veut dire qu'il y a quand même un risque associé qui est plus élevé que pour Vinci, pour reprendre cet exemple. Complètement. Du point de vue du marché, en tout cas, sa perception du risque, c'est que l'Oxam a un risque de défaut, de faillite, qui est beaucoup plus élevé que le risque de Vinci. Et donc, l'Oxam doit payer l'investisseur plus pour rémunérer ce risque. Et le risque est bien rémunéré. Alors, la question pour l'investisseur, c'est vraiment celle-là. Oui, est-ce que l'entreprise va aller jusqu'au bout de ses... Est-ce qu'elle pourra ne pas faire... Est-ce qu'elle ne fera pas défaut? Oui, et est-ce que le taux d'intérêt qu'on me propose rémunère bien ce risque-là? Parce que personne ne sait sur une entreprise donnée, est-ce qu'elle va aller au défaut? C'est une incertitude. Est-ce que cette incertitude est bien payée par le coupon qui est proposé? 9,10% sur Altis, est-ce qu'il faut en acheter ou pas? Alors, je ne connais pas spécifiquement le dossier Altis, je ne peux pas vous répondre spécifiquement sur Altis. Moi, ma recommandation, c'est que je ne prendrai pas un risque spécifique sur une entreprise, je le ferai de manière vraiment diversifiée. Et c'est pour ça que le faire au travers d'un fonds, c'est plus intéressant parce que le fonds lui-même, il va acheter des dizaines d'obligations, il va énormément diversifier son risque, il va diversifier les secteurs, les zones géographiques, les émetteurs évidemment. Parce que c'est vrai que dans ce contexte de taux qui remonte et plus d'inflation, voilà, ça peut être tentant de se dire je vais aller chercher du 8 ou du 9 ou du 10%. Oui, mais il faut faire attention à cette approche. Ça, c'est une approche, c'est une vision faciale de l'investissement qu'on vous propose. Facialement, Altis vous propose 9,30, c'est mieux que Vinci qui vous propose 3,70. Mais le risque associé est nettement plus élevé. Est-ce qu'il vaut mieux avoir 9,30 avec un risque fort ou 3,70 avec peu de risque? La réponse n'est pas si évidente que ça. Votre réponse, c'est diversification, d'avoir un panier large. Diversifier, en tout cas. On n'est pas dans un scénario où il y a un free lunch. Je ne dis pas allez sur le high yield d'aujourd'hui, les taux ont tellement monté que vous avez gagné beaucoup d'argent. C'est parce que les taux ont beaucoup monté que vous avez gagné beaucoup d'argent. En période de récession, comme c'est le cas, ce qui arrive, les taux de défaut augmentent énormément. Ça, c'est l'histoire que nous montre. Il n'y a pas de raison qu'ils ne se produisent pas la même chose cette fois-ci. Donc, ce n'est pas aussi clair que ce que le marché indique aujourd'hui. Bon, donc prudence, on a compris le message. À consommer, le cas échéant, si vous en sentez l'appétit, mais avec modération. Il faut y aller avec modération au travers d'un fonds qui va bien diversifier son risque. Et un autre élément aussi, un dernier conseil, c'est dans les fonds, il y a des fonds à échéance. C'est intéressant d'aller sur ce type de fonds. Je conseille d'aller sur des fonds qui ont une échéance relativement courte. Plus la durée est courte, plus le risque de défaut est faible. C'est quoi court pour vous dans votre esprit? C'est 4 ans, 3 à 4 ans si possible. On voit des fonds à échéance de durée 6-7 ans. C'est un risque qui me paraît plus important. 3 à 4 ans, vous récupérez tout votre cash, enfin le cash que le fonds vous rend. Vous avez plus de chances de récupérer votre cash en 3-4 ans qu'en 6-7 ans. En fait, les statistiques montrent que le fonds à échéance, ça prouve qu'ils sont obligés contractuellement de vous rendre l'argent. Ils vous donnent une échéance dès le départ. Ils vous rendent l'argent à condition qu'il n'y ait pas eu de défaut dans le fonds. Ils vendent l'argent qui reste. Ils vendent l'argent qui reste. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux être sur une échéance courte. La probabilité de défaut est plus faible, c'est les statistiques qui le montrent, que sur une période longue. Donc ça, c'est un critère à bien regarder. Regardez la notation moyenne du fonds. Il l'indique systématiquement. Allez sur les notations dans le high yield qui tourne plutôt autour de BB+, plutôt autour de B-, où là le risque est exponentiel. Entre les deux notations, il y a un risque de défaut qui est beaucoup plus fort. Très clair, conseils. Très clair, merci beaucoup Jonathan. C'est en effet intéressant de jeter un peu de lumière sur cette catégorie d'actifs qui, comme vous le soulignez, est très répandue, mais peut-être moins auprès des particuliers qu'il l'est moins auprès des particuliers que des professionnels. Merci, à bientôt Jonathan. Avec plaisir, à bientôt. On va s'intéresser tout de suite aux produits structurés.